Mars 1945. La première armée française, sous les ordres du général Delattre, borde le Rhin de Spire à la frontière suisse. Elle vit dans l'attente fiévreuse de franchir le Rhin. Franchir le Rhin, c'est là toute sa pensée, toute sa volonté depuis son débarquement sur les côtes de Provence. Elle veut délivrer nos prisonniers et nos déportés, laver la souillure de 1940 et porter le coup de grâce à la Wehrmacht au cœur même du Reich allemand. En hâte, les forces du 2e corps d'armée sont concentrées en Palatinat qu'elles viennent de conquérir de haute lutte. Sur notre gauche, les Alliés viennent de traverser le fleuve. À notre tour, il faut le passer sans perdre une heure. Nous manquons de tout, de moyens de franchissement, de munitions et surtout de temps. N'importe, une fois de plus, la première armée française réalisera l'impossible. Ordre de franchissement est donné par le général Delattre pour l'aube du 31 mars. À Spire, un bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens s'élance sur le fleuve avec quelques bateaux pneumatiques. Il passe par surprise. Vers Gemersheim, l'affaire est beaucoup plus chaude. Si les tirailleurs du 4e régiment marocain parviennent à jeter quelques éléments sur la rive droite, leurs camarades du 151e régiment d'infanterie, l'ancienne colonne Fabien de la libération de Paris, sont en butte dès les plages de départ à un feu d'enfer. L'artillerie et les tanks destroyers interviennent à vue directe sur les casemates allemandes. Avec leur appui, un bataillon passe qui enlève d'assaut les blocos ennemis. La voie est ouverte, le franchissement se poursuit. Le 2 avril, la 9e division d'infanterie coloniale traverse aussi le Rhin plus au sud, à Laemersheim. Par d'habiles manœuvres de rabattement, les têtes de pont initiales se réunissent et constituent un premier front de 20 km. La bataille est toujours âpre, mais les Allemands, dont les fortifications sont prises à revers, réagissent plus faiblement et doivent opérer en repli. Les positions acquises de l'autre côté du Rhin sont maintenant assez solides pour que puissent être acheminés les renforts et le matériel lourd. Celui-ci, transporté sur des portières, va permettre une exploitation en profondeur de nos premiers succès. Préalable, il faudra effectuer diverses opérations de nettoyage, telles que l'anéantissement aux lance-flammes des dernières casemates qui résistent encore. La première étape vers la victoire est franchie grâce à l'habileté des dispositions prises par le général commandant en chef, la première armée française, grâce à l'ardeur et à la volonté de vaincre qui anima les hommes de toutes les armes. Honneur au génie. Ces propulsistes ont réalisé des prodiges d'héroïsme en transportant nos groupes d'assaut. 54 sur 80 d'entre eux ont été mis hors de combat. Maintenant, sous les ordres du général Dromard, le génie entreprend sans perdre de temps la construction de plusieurs ponts. Des voies à grand trafic sont rapidement édifiées sur le Rhin. Et les divisions motorisées de l'armée française pénètrent sur le territoire du 3e Reich qui va subir les lois inexorables de l'invasion. « 1918 ne se renouvellera pas », a dit Hitler. D'accord, cette fois l'Allemagne sera anéantie et avec elle son invincible armée. Les 3 têtes de pont réunies débutent l'offensive en direction de Karlsruhe,
qui sera abordé simultanément par le nord, l'est et l'ouest. Nos forces progressent irrésistiblement. Et le 4 avril, Karlsruhe tombe entre nos mains, non sans de violents engagements dans les faubourgs. La capitale du pays de Bade et 80 localités conquises, 100 blocos enlevés, 5500 prisonniers, tel est le magnifique bilan des 5 premiers jours de bataille livrés par l'armée française au-delà du Rhin. Sur le pont de Spire, qui, autre miracle, fut lancé en 36 heures, une revue mettra bientôt en présence celui qui en 1940 releva notre drapeau et ceux qui maintenant emportent victorieusement les couleurs à travers le Reich envahi. Après Karlsruhe, c'est aussitôt l'attaque de la trouée de Pforzheim qui commande le passage en direction de l'Allemagne du Sud. Après 3 jours de durs combats, la ville est enlevée le 8 avril. Mais l'adversaire défend énergiquement les voies naturelles d'accès vers Stuttgart et Kehl. Le général commandant la première armée française l'attaquera là où il ne nous attend pas, droit à travers la forêt noire. Sur ce terrain, accidenté au maximum, propre aux embuscades, la manœuvre est d'une audace inouïe. Mais le commandement a conçu celle-ci parce qu'il a pleinement confiance en la valeur des troupes. Les événements lui donneront raison. Et soudain, aux yeux des jeunes soldats, surgissent les premières images qui les paient des souffrances endurées. Les prisonniers français et les déportés qu'ils ont libérés rentrent chez eux. La pénétration à travers la forêt noire permettra de se rabattre sur Rastatt, dont la chute livrera la plaine de Bade. La dislocation du système défensif allemand va permettre à nos blindés de s'engager dans le couloir qui s'étire le long de la rive droite du Rhin. L'audace de la manœuvre a déconcerté à tel point les Allemands que l'importante agglomération de Baden-Baden a été enlevée par surprise le 12 avril. Les habitants hébétés ne comprennent plus rien aux événements. La ruée française s'accentue entre Rhin et Forêt-Noire. La prise de Kehl, le 15 avril, va libérer Strasbourg de toute menace. Moment décisif. Kehl prise, c'est la possibilité de rétablir le pont sur le Rhin avec Strasbourg. Le premier corps d'armée du général Bétoir, jusqu'alors en réserve en Alsace, va pouvoir pénétrer à son tour en Allemagne et se joindre au deuxième corps d'armée. Avec la traversée du Rhin, la prise de Kehl constitue un succès éclatant remporté sur la Wehrmacht. Le général de Lattre récompense à Baden-Baden les artisans de cette double victoire. Cependant, notre avance se poursuit vigoureuse en plein massif de la Forêt Noire. Le 17 avril, après un violent bombardement d'artillerie, Freudenstadt est enlevé d'assaut. Freudenstadt, c'est la clé de la manœuvre du général commandant en chef la première armée française.
C'est la plaque tournante d'où il déclenchera la triple offensive qui consommera la perte de la 19e armée allemande. Et cela immédiatement, sans attendre que les Américains, arrêtés devant Heilbronn, soient arrivés à notre hauteur. De Freudenstadt, donc, un bras de cette offensive se tend vers Stuttgart, dessinant un large mouvement enveloppant par le sud et l'est de la ville, abordé également de front par le nord. Marchant de jour et de nuit, les unités du général de Montsabert, 2e division marocaine, 5e DB et 3e division algérienne, assaillent de toutes parts les 4 divisions nazies qui défendent la ville. Toute voie de retraite est bientôt coupée à l'adversaire. La bataille prend une ampleur gigantesque. On se bat à bout portant. L'Allemand cherche à se dégager en vain. Et le 21 avril, Stuttgart, capitale de Wurtemberg, et pour nous autres Français, symbole du mensonge et de la trahison, Stuttgart est prise. Simultanément, le deuxième bras de l'offensive se tend vers le sud pour encercler la forêt noire et interdire tout refuge en Suisse aux troupes et criminels de guerre nazis. Les divisions du général Bétoir, 1e blindée et 4e marocaine, foncent sur le Danube, tandis que la 9e division coloniale progresse le long du Rhin. Rottweil est prise, et le Danube franchit le 20 avril sur un front de 60 km. Le 21 avril, nous sommes à la frontière suisse. L'encerclement de la forêt noire est achevé après la chute de Fribourg, quand les coloniaux, qui remontent le Rhin, opèrent leur jonction le 26 avril avec la 4e division marocaine. Pris au piège, le 18e corps d'armée SS essaie furieusement de se dégager. Peine perdue, ces 4 divisions seront décimées ou capturées. Et c'est désormais sur les ruines de Fribourg que l'aigle allemand étend ses ailes noires. En même temps qu'ils se ruent vers la frontière suisse, nos blindés s'emparent de Mülheim et de Sigmaringen sur le Danube. Jamais victoire n'apparaîtra plus belle et plus significative quand le drapeau français flottera sur l'orgueilleuse citadelle de Sigmaringen, le berceau des Hohenzollern et du pangermanisme. Mais le dernier acte se joue à l'est. Sans attendre la disparition des forces ennemies encerclées, la 1e division blindée remonte le Danube. En une course effrénée, elle parcourt 150 km en 2 jours. Et le 24 avril, elle entre dans Ulm, la vieille cité d'Empire, 140 ans après les grognards de la Grande Armée. Les derniers restes de la 19e armée, réfugiés dans le Jura souabe, ont leur retraite coupée. Eux aussi, ils seront anéantis. La première armée française se précipite alors vers l'Autriche. Aux yeux de nos soldats apparaissent les eaux calmes du lac de Constance. Nos forces abordent maintenant l'importante base allemande de Friedrichshafen. La Wehrmacht résiste bien encore par-ci par-là, mais ce sont les soldats d'Hitler en personne qui démoliront quelques instants plus tard avec les civils les barricades qu'ils avaient établies. La frontière autrichienne est franchie le 29 avril. Les Français se dirigent vers Bregenz, que l'Allemand veut défendre avec acharnement.
Bregenz sera bombardé et les habitants pleureront les destructions inutiles voulues par leur ancien maître. Mais quand le général Bétoir fera son entrée, il trouvera une ville pavoisée aux couleurs autrichiennes, une ville libre. Quelques heures après, le général de Lattre reçoit du bourgmestre les clés de la ville. Ainsi se trouve affirmée notre mainmise sur cette contrée naguère allemande. Le massif du Fort Arlberg, dans les Alpes autrichiennes, le réduit où les nazis fanatisés se proposent de résister jusqu'au bout, est abordé et encerclé à son tour. Sur les flancs escarpés des hautes cimes encore enneigées, la bataille change d'aspect. Mais les divisions ennemies qui tentent encore de résister n'échappent pas pour cela au coup énergique de nos soldats, secondés par les patriotes autrichiens. La catastrophe hitlérienne trouve un de ses symboles à Berchtesgaden. L'Allemand met bas les armes et le général Leclerc, arrivé avec sa 2e DB dans l'ancien repère nazi, peut voir l'Altière Wehrmacht, inerte et désemparée, baissant la tête. Nous sommes le 6 mai. Et bientôt éclateront dans Innsbruck les notes des clairons français scandant le premier défilé de la victoire. Oui, c'est la victoire sur terre et dans le ciel, un ciel libéré aussi et plus pur. Constance prend un air de fête. La France peut être fière de la tâche surhumaine qu'elle vient d'accomplir. Les chefs de la nouvelle armée lui ont taillé une large part de gloire à force de ténacité et d'audace, et nos soldats, qui avaient juré de la sauver du déshonneur, l'ont délivrée de la servitude à force d'héroïsme et au prix de lourds sacrifices. Grâce à tous ceux de l'armée Rhin et Danube, la France prend place parmi les nations victorieuses à la signature de la capitulation allemande le 8 mai à Berlin. Plus tard, à l'occasion de l'installation du gouvernement interallié dans la capitale de l'ancien Troisième Reich, la présence du général de Lattre attestera à nouveau que notre pays occupe toujours son rang de grande puissance. On verra le chef de la première armée française décider du sort immédiat de l'Allemagne avec les chefs des autres armées victorieuses. On verra aux côtés de leurs alliés les soldats français faire leur entrée dans Berlin 5 ans après la date où la Wehrmacht remontait nos Champs-Élysées. Belle revanche que nous accorde le destin. Et si les Allemands avaient encore quelques doutes sur le rôle que nous allions jouer, ils sont maintenant fixés. Nous occupons le Reich au même titre que les Anglais, les Russes et les Américains. Dans la capitale prussienne, devant ces monuments tapageurs qui commémorent des actes de violence ou de rapine, tel celui de 1870, la France participe au défilé grandiose de la victoire. Toute notre France est représentée ce jour à Berlin.
Il y a là les fantassins du 49e régiment d'infanterie, issus de l'ancien corps franc FFI Pommiès. Il y a là le 3e régiment de chasseurs d'Afrique, celui de la charge héroïque de Sedan. Miraculeuse synthèse de la mystique généreuse de la résistance et de nos traditions militaires les plus nobles. Nul besoin de grands mots pour exalter la foi, la volonté de vaincre de l'armée Rhin et Danube. Le général de Gaulle l'avait bien compris quand il adressa au général de Lattre ce simple télégramme « Félicitations pour magnifiques résultats obtenus ». Ces résultats, les voici symbolisés par l'image du drapeau planté sur les ailes de la victoire allemande.